taking to the slaughter head on, head on, head on. You lift his face and stare into a mirror. Your night's for sale, and now your fate is clear. Dance on, dance on, dance on. Behold what lights up your eyes, desire, while fate may have struck with your life. Defy it tonight, defy it tonight. Altitude 93.5. À 17h, les titres de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir, quelques 1500 postes vont être supprimés chez Veolia Environnement, annonce faite en comité central d'entreprise hier à Paris, on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Uniquement les salariés de la branche eau seront concernés, soit 10% des effectifs. Deux juges d'instruction désignés dans l'affaire Cahuzac, Roger Leloir et Renaud Van Rumbeck, chargés d'enquêter sur les faits présumés de blanchiment de fraude fiscale. Après l'ouverture d'une information judiciaire, Jérôme Cahuzac, contraint de démissionner, a été remplacé au ministère du Budget par Bernard Cazeneuve, qui occupait auparavant le poste de ministre délégué aux affaires européennes. C'est dans ce contexte difficile pour le gouvernement que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est appelé à défendre son action à l'Assemblée nationale. La motion de censure déposée par l'UMP n'a toutefois aucune chance d'être adoptée. La gauche disposant d'une majorité confortable au Palais Bourbon, Jean-François Copé vient tout juste d'adjurer Jean-Marc Ayrault de changer de chemin pour empêcher la défaite économique de la France pendant qu'il en est encore temps. Fin de citation. L'exécution d'un des otages français au Sahel n'est toujours pas confirmée ni par le Quai d'Orsay ni par l'Elysée. Le chef de l'État François Hollande a réuni en fin de matinée un conseil restreint de défense. La mort de Philippe Verdon, 1 an et demi après son enlèvement dans le nord du Mali, a été annoncée par une agence de presse mauritanienne d'après un communiqué d'un homme présenté comme un porte-parole d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cette exécution serait une réponse à l'offensive militaire de la France contre les djihadistes au Mali. Information de l'agence France Presse, le gaz devrait être encore moins cher au début du mois prochain selon le système de calcul mis en place fin 2012. Une baisse de 0,6% en moyenne des tarifs est à prévoir. Cette nouvelle baisse serait la troisième baisse consécutive après celle de 0,5% au 1er février et de 0,3% au 1er mars. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une excellente soirée. Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Merci pour l'information. La prochaine édition sur Altitude, ce sera bien entendu à partir de 18h. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Je vous amène à la rencontre d'un écrivain pendant une heure ce mercredi sur Altitude FM. Parole d'écrivain, une émission qui se lit ce mercredi de 17h à 18h sur Altitude FM. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Frédéric Martin pour son livre Le vase où meurt cette verveine, publié aux éditions Belfond. Frédéric Martin, vous êtes outre romancière, vous êtes membre du CRL Toulouse. Je suis élu au CRL. Voilà, en tant qu'auteur. Voilà, je représente, je suis censé représenter les auteurs du CRL Midi-Pyrénées. Vous animez plutôt les ateliers d'écriture, on y reviendra au cours de notre conversation. Vous êtes également présidente du jury du concours de la nouvelle du Crous de Toulouse. C'est ça, depuis une dizaine d'années maintenant, après en avoir été la lauréate à mes tout débuts.
tout début. Vous êtes chroniqueuse aussi sur une radio, Radio Campus, hein, où vous animez une émission Pas plus haut que le bord. Alors, je suis chroniqueuse. L'émission est animée par Christophe Abramowski. Et c'est une émission satirique et politique qui passe sur donc votre confrère Campus FM. Et justement, nous avons enregistré une émission hier soir en public et elle passe à 18h. Donc dès que nous quittons, dans la foulée, vous allez sur Radio Campus écouter comment je chronique sous le nom de Santa Maria de las Pacotillas. Très bien. Et le livre dont nous allons nous entretenir maintenant, Le vase où meurt cette verveine, vous avez reçu pour ce livre le prix de la ville de Villepreux. De Villepreux, oui, c'est ça. Et également, vous avez écrit de nombreux livres et vous avez reçu notamment le prix Prométhée de la Nouvelle pour L'écharde du silence, publié aux éditions du Rocher en 2004. En 2004, c'est ma première parution en solo, puisque jusque-là j'avais publié en revue ou en recueil collectif, et avec ce prix je marque mon entrée dans la publication en solitaire, j'ai envie de dire, voilà, avec ce prix qui a aujourd'hui malheureusement disparu, mais qui était un très beau prix et qui permettait à des nouvellistes d'émerger comme ça. Très bien. Et alors donc ce livre, Le vase où meurt cette verveine, d'abord une première question. Je vous le dis tout de suite, c'est un livre qui m'a enthousiassé. Je vous remercie. Qui se mêle un peu, c'est vrai, il y a des passages humoristiques, mais également de la gravité, bien sûr, parce que c'est un livre quand même assez sérieux, disons. C'est un livre... Voilà, mais on se laisse tellement bercer par ce livre, prendre par ce livre, qu'on oublie finalement cette gravité. Vraiment, je vous le dire dès le départ. Merci beaucoup. Voilà, alors donc, je vous d'abord une première question. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Bon, là, on en parlera tout à l'heure, qui vous l'avez rédigé sous forme de lettres. Voilà, c'est ce qu'on appelle un roman épistolaire, donc un échange de lettres entre Joseph et Zika, 56 ans de vie commune, 77 ans tous les deux, et qui sont séparés pour la première fois de leur vie. Les enfants de Joseph et Zika ne se sentent pas de prendre leurs deux parents en même temps. Donc Zika, qui a des problèmes de cœur, part à Paris chez sa fille pour se faire soigner, tandis que Joseph vient dans le sud, à Montfort, chez son fils, en attendant qu'elle puisse venir le rejoindre. Et puis cette séparation dure plus longtemps que prévu. Alors donc, voilà, l'idée de départ, l'idée de cet échange. J'ai écouté en boucle. Alors j'ai demandé à notre comment on dit, technicien, coordinateur, Giorgio, s'il pouvait trouver la chanson. Mais j'ai écouté en boucle à une époque une chanson de Maxime Le Forestier, qui n'est pas une de ses plus connues, qui s'appelle Les Lettres, qui est un échange épistolaire entre un mari et une femme séparés par la guerre de 14-18. Et cette chanson était vraiment très touchante. Il m'est venu l'envie de parler de la séparation. Ça, c'est le premier thème qui a émergé, sous forme de correspondance, bien évidemment. Donc aujourd'hui, à l'heure du tweet, du SMS et du mail, comment pouvoir prétendre à écrire un roman épistolaire? Donc tout naturellement me sont venus des personnages âgés, dont c'était le mode de correspondance le plus adapté. Voilà. Et vous avez intitulé ce livre Le vase où meurt cette verveine. C'est un vers tiré de poème de Sully Prudhomme. C'était le vase brisé. Le vase brisé. Voilà. D'ailleurs, vous l'avez en exergue de chaque chapitre. Vous avez. Alors là, il y a aussi une anecdote, parce que une fois que le roman a été terminé, il n'avait pas ce titre, mais le titre que j'avais choisi ne me convenait pas. Et je voulais qu'il y ait verveine. Vous le savez, Jean-Pierre, parce qu'il y a une verveine dans cette histoire qui court tout le long et qui symbolise déjà par ce qu'est la plante, par la symbolique de la plante et par la symbolique de ce qui lui arrive, l'histoire entre Joseph et Zika. Donc je voulais un titre avec verveine dedans et je ne le trouvais pas. Et j'ai écrit une centaine de titres, tous plus mauvais les uns que les autres. Et en cherchant dans mes livres, dans mes archives, je tombe sur ce poème que j'avais étudié à l'école, mais que j'avais complètement oublié. Et je m'aperçois que non seulement le titre est là, mais qu'en plus chaque strophe de ce poème correspond à une des saisons du roman. Donc c'est la rencontre, elle est post-écriture. Et c'était une telle rencontre que immédiatement j'ai intégré le poème dans le roman. Puisque les chapitres correspondent aux saisons. Donc ce sont des saisons. On part du printemps et on arrive jusqu'au printemps suivant. Hiver, c'est ça, Voilà. Alors donc, comme vous l'avez précisé, donc le père, Joseph part chez son fils et la mère chez sa fille. Alors c'est un choix qu'ils ont ressenti très douloureusement, je suppose. Ils le ressentent comme une contrainte venant de leur fille Isabelle,
il faut dire que géographiquement, le fils Gauthier habite du côté de Montfort. C'est compliqué pour rejoindre une grande ville, pour être soigné. C'est un homme qui travaille, sa femme travaille aussi, ils ont des enfants, donc eux ne peuvent pas prendre en charge la maladie de Zika, tandis qu'Isabelle est à Paris. C'est déjà beaucoup plus simple pour elle d'accompagner sa mère. Mais Isabelle dit que chez elle c'est trop petit, elle ne peut pas recevoir son père et sa mère. Donc Joseph et Zika le vivent vraiment comme une contrainte de la part d'Isabelle. Et surtout un arrachement. Alors donc, et bien sûr, donc, cet échange de lettres à travers lesquelles, bien sûr, tous les deux exposent leurs sentiments, leurs impressions. Et puis alors, bien sûr, on va y venir, ils expriment également ce qu'ils ressentent vis-à-vis et découvrent, c'est une découverte finalement de leurs enfants. Finalement, ils ont 77 ans et ils font finalement une nouvelle découverte à l'occasion de cette... leurs enfants ont... je sais pas, 46 et 48 ans, me semble-t-il, de mémoire. Oui. Enfin bon, à peu près, ils sont entre 40 et 50 ans en tout cas. Donc partis de la maison depuis déjà un certain temps. Et au fur et à mesure de cette séparation et de ces échanges, Joseph et Zika découvrent que les relations qu'ils entretenaient ou qu'ils entretiennent avec leurs enfants et leurs enfants tels qu'ils pensaient les connaître ne sont pas tels qu'ils... Mais est-ce que ce n'est pas un peu toujours comme ça dans les familles, Jean-Pierre? Est-ce que dans les familles, nous n'avons pas toujours quelques surprises? Et alors, Joseph donc vit chez Gauthier, qui est marié avec... Il y a deux enfants là, dont l'un, Thomas, il y a le petit Thomas, qui est le fils de Joël. On est sur une famille recomposée. Voilà, une famille donc Gauthier est marié avec Joël. Gauthier a un fils d'un premier mariage. Et avec Joël, ils ont une petite fille qui s'appelle Rosalia. Rosalia étant le prénom d'origine de Zika, puisque Zika est le diminutif roumain de Rosalia. Et alors, quels sont leurs rapports là avec Joseph les petits-enfants? Oui, d'abord Joël, puisqu'elle est quand même vis-à-vis de lui, elle est bien sûr, c'est pas sa fille, c'est sa belle-fille. C'est sa belle-fille. Comment se passe leur... Jusqu'alors, ils se sont toujours bien entendus. Thomas a été complètement adopté, enfin même plus exactement, Joseph et Zika disent que Thomas les a adoptés comme étant leurs grands-parents, ses grands-parents. Ce ne sont pas leurs grands-parents. Voilà. Et ils s'entendent bien aussi avec la petite Rosalia, avec Joël. Mais bien entendu, le fait de venir vivre chez son fils et sa belle-fille change aussi un petit peu les rapports. Donc les rapports sont un peu tendus, c'est difficile aussi pour Joël qui est dans une situation, on le verra si on lit le roman, et on ne vous dira pas pourquoi, mais Joël est dans une relation de difficulté avec son mari Gauthier, donc l'arrivée de Joseph qui s'installe chez eux, ça change aussi la donne, les rapports de force. Voilà, quand on a 77 ans, on n'a pas forcément le même rythme de vie, les mêmes habitudes que quand on en a 40, 45. Et pendant ce temps, donc, Zika se fait soigner, bien sûr. Oui, Zika est aux prises avec... on y viendra tout à l'heure avec un petit extrait. Zika est aux prises avec le corps médical. C'est un grand moment dans sa vie. Mais bon, Zika est une femme de tempérament. C'est une forte femme. Enfin, c'est à la fois une femme d'une certaine fragilité qui a toujours vécu... dans le soutien de son mari et dans un rapport assez traditionnel à son mari qui est l'homme fort, celui qui la prend en charge. Mais en même temps, c'est une femme de tempérament, une femme de caractère. Zika, c'est une femme qui a une histoire qu'on aborde un petit peu dans le roman, c'est que pendant la guerre, elle est enfant et ses parents la placent dans une ferme. Ses parents sont d'origine roumaine et ils disparaissent pendant la guerre. Mais elle ne sait pas s'ils l'ont abandonnée là, ou si ils ont été emportés par la guerre et qu'ils sont morts sans qu'elle ait accédé à cette information. Donc elle est avec cette histoire, Zika, où elle ne sait pas si on l'a abandonnée ou si elle est juste victime de l'histoire. Et quels sont ses rapports, alors, donc, ses premiers contacts avec Isabelle? Ça se passe bien au départ Oui, Isabelle avec réticence. Non, Isabelle est heureuse. Isabelle est heureuse de recevoir sa mère parce qu'elle lui dit que ce sera la première fois de sa vie qu'elle aura tout à elle. Et là, dans cette phrase, moi je crois que dans cette phrase tout est dit, même si, et d'ailleurs Zika s'en étonne, elle dit mais c'est comment elle dit ça? Elle dit mais
c'est étrange ou c'est drôle à 47 ans de me parler ainsi, comme si elle n'avait pas vécu avec nous ou n'avait pas été choyée trop, sans doute, de mémoire. Donc, on découvre bien sûr leur vie séparée à travers ces lettres. Et il va se passer aussi un petit événement où on découvre aussi la forte personnalité de Zika, mais elle a aussi des fêlures, puisque au cours de ces lettres, son époux donc, lui parle d'une amie qui vient la voir, etc. Et alors, on découvre subitement la jalousie de Zika, qui à cet âge-là, finalement, regrette. Justement, le thème aussi de ce livre, c'est de dire... c'est pas parce qu'on a 77 ans qu'on n'a pas des élans amoureux. D'ailleurs, Joseph et Zika sont des gens qui s'aiment dans tous les sens du terme et qui évoquent, bien sûr avec la délicatesse de leur âge et la pudeur de leur génération, le fait qu'ils sont charnellement amoureux, qu'ils ont besoin l'un de l'autre. 56 ans de mariage. 56 ans de mariage. 56 ans de mariage, ils évoquent leur première rencontre. Voilà. Et donc, ils ont su entretenir un amour très, très vivant, très fort. Ce sont des gens qui sont ensemble, pas par habitude, mais vraiment parce qu'ils le souhaitent. Donc, lorsque, dans cette séparation qui est tout à fait encore, je le répète, inhabituelle pour eux, Joseph, par mégarde, et sans doute parce qu'il a oublié comment Zika pouvait être dans ces cas-là, fait référence à la rencontre qu'il a fait tout à fait anodine avec une voisine qui s'appelle Hélène. Alors là, nous avons droit à la grande scène du 3. Mais pareil, tout à l'heure, je vous en lirai juste un extrait de cette scène du 3. Alors, donc finalement, à travers malheureusement cette séparation forcée, ils redécouvrent leurs enfants à cet âge-là, finalement. Mais ils redécouvrent tout à travers cette séparation, même la force de leur amour, parce que c'est évidemment que Joseph et Zika, dans leur quotidien, ne s'adressent pas l'un à l'autre comme dans leurs lettres. La séparation est occasion pour eux de se redire à quel point ils s'aiment, de ressusciter des mots qui n'étaient pas forcément présents dans le quotidien. Donc ils redécouvrent, ils reprennent conscience de toute la force de leur lien, de là où ils en sont de leur vie, c'est-à-dire ils arrivent à un âge où se pose la question de comment allons-nous passer ensemble cette dernière tranche de notre vie. Est-ce qu'on va pouvoir vivre comme on le veut ? Est-ce qu'on va pouvoir entretenir cet amour ? Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver tous les deux ? Parce qu'on n'a pas envie de vivre séparés. Ça pose aussi toute la question de la place qu'on laisse au choix quand on perd un peu son autonomie, qu'elle soit physique, financière, quand on entre dans un âge vraiment avancé, de plus en plus avancé, quelle est la place qu'on laisse ? Est-ce qu'on laisse vraiment aux gens le droit de choisir encore leur vie jusqu'au bout ? Très bien, mais je crois que Giorgio, nous allons passer à notre première pause musicale. Vous avez choisi... oui, j'aimerais bien qu'on dise ce que c'est. Oui, bien sûr. Là, ce que vous allez entendre, alors je suis en train... J'ai monté une lecture musicale de ce texte avec une chanteuse qui est très connue à Toulouse, qui s'appelle Marie Sigal. Donc ce que vous allez entendre là, c'est le teaser de ce spectacle qui sera donné en octobre à Cugnot. Et puis j'ai d'autres dates, mais comme je ne sais pas à quels endroits, je ne vais pas vous les donner aujourd'hui. Mais là, en avant-première, vous allez écouter le teaser de ce spectacle. Très bien, nous l'écoutons. Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Le vase où meurt cette verveine, le coup d'huile effleurait à peine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Aucun bruit ne l'a révélé. Toujours intact aux yeux du monde, Le coup d'huile effleurée à il peine, sent croître et pleurer tout bas aucun bruit ne l'a révélé. sa blessure fine et profonde. Il est brisé, n'y touchez pas. Ma très chère femme, impossible de me lever sans attiser la cendre tiède,
celle de ton dernier jour ici, avec moi. Impossible de rester seul, figé dans la tente glacée, si je ne traque pas les bribes réconfortantes de notre quotidien. Je ne reconnais rien ce matin, où si peu de choses sont à leur place. Les murs ont des échos de stupeur devant ton absence. Malgré l'édredon que tu as sorti, le sommeil s'est refusé dans notre lit vide. Je ne sais ni dormir ni me réveiller sans toi. Ma chère Zika, c'est ainsi. Mon cher mari, je voudrais rester debout, à t'attendre, bercé par la mélopée issue du ventre des cuisines, ce chant éternellement repris par les femmes qui lavent, qui rangent, qui parfument, qui bercent le monde, qui l'ordonnent pour rendre accueillant ce qui ne l'était pas et qui veillent depuis la nuit des temps sur les horizons incertains, espérant le retour des hommes, le regard des hommes, le sourire des hommes et la joie qu'ils dissimulent pour elles dans leurs mains si rudes. Monsieur mon mari, veuve qui court, n'amasse pas mousse. Tiens-toi-le pour dit. Veuve qui court, n'amasse pas mousse. Veuve qui court, tiens-toi-le pour. Veuve qui court, n'amasse pas mousse. Tiens-toi-le pour dit. Tiens-toi-le pour dit. Tiens-toi-le pour dire. Tiens-toi-le pour dire. Veuve qui court, n'amasse pas mousse. Veuve qui court, n'amasse pas mousse. Nous avons tant à vivre, Zika, ma belle. Ne perdons plus de temps. Je te promets qu'à Noël, le plus fou de tous ceux que nous aurons connus, nous serons réunis. J'y consacrerai toute mon énergie. Cela nous laisse à peine quelques semaines. Je bout d'impatience et ne tiens plus en place. Je t'embrasse, ainsi que je l'ai fait la première fois. Un bouquet de fleurs froissées entre nous, avec fougue, avec passion. Le baiser d'un homme qui ne veut plus attendre. Ton Joseph. Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Oui, avant d'en venir à la lecture d'un premier extrait, vous voudriez dire quelques mots sur le... Oui, alors, donc vous venez d'entendre le teaser, ce qu'on appelle le teaser, ce qui est un peu la bande-annonce de notre spectacle. Donc, Marie Sigal au chant et au piano, c'est elle qui a composé toutes les mélodies et qui fait les voix, même si on m'entend un petit peu chanter à un moment donné, mais c'est quand même elle la chanteuse. Et la voix de Joseph est interprétée par le merveilleux et talentueux Roger Borland, qui est un comédien de 83 ans, voilà, que je connais depuis plusieurs années, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Très bien. Alors là, vous allez passer à la lecture d'un premier extrait, hein, d'une première lettre. Oui, on va faire une petite lettre. Donc je ne ferai à l'antenne que la voix de Zika, hein. Je ne ferai pas la voix de Joseph. Donc on a parlé tout à l'heure de Zika qui est malade et qui est confrontée aux merveilles du corps médical. Donc voilà. Mon cher mari, sais-tu l'heure qu'il est au moment où j'écris ces lignes ? 5h30. Oui, tu as bien lu, 5h30. Je passe la coronarographie ce matin comme prévu et je peux te dire qu'ici,
En cardiologie, on mène les malades par-dessus la jambe. À croire que les infirmières testent une méthode pour vérifier les fonctions vitales. Ou alors, c'est qu'elles concourent au taux de mortalité le plus élevé dans leur service. L'heure, tu le sais, est aux économies. Elles ont surgi, voici 10 minutes, éclairant la chambre par surprise tout en hurlant de concert. Je crois qu'elles disaient bonjour, mais de fait, rien n'est certain. Le tensiomètre à la main, elles m'ont accablé d'instructions. Moi, j'émergeais péniblement d'un sommeil dû à un atarax un peu long à la détente. Je leur ai demandé à quelle heure était l'intervention. À 8 heures. Non mais j'ai cru à une blague. Elles semblaient en être friandes. Mon indignation ne les a pas démontées. Elles ont affirmé ne pas avoir que ça à faire, devoir piquer, laver et médicamenter avant 7 heures, et puis les chambres, et puis je ne sais quoi encore, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et ça repart en jacassant pour claquer d'autres portes, secouer quelques lits et bombarder les agonisants de salutations assourdissantes. 8 heures. Mon estomac est en émeute et la panique tente un bras de fer avec moi. 8 heures, alors que j'aurais pu dormir et me préparer au dernier moment. Quand la grande gourde repassera me narguer, je lui lancerai « Marie, faites donc mes valises, je quitte l'hôtel à l'instant !» Pris pour moi. Je suis retenue à l'auberge du professeur Froche. Il prétend m'administrer un traitement qui va fonder sa réputation. Trépassons, c'est le remède du dindon, d'Azika. Merci. Oui, alors pour en revenir à Zika et à Isabelle, on donne l'impression dans ce livre qu'Isabelle, on a l'impression, même, on le ressent, qu'Isabelle est mal dans sa peau et elle me reproche à sa mère. Donc même si dans un premier temps ça se passe bien, au fur et à mesure de la cohabitation, ça se passe quand même différemment. C'est-à-dire il y a même dès le départ une sorte de chaud-froid entre elles deux. Une alternance de chaud-froid parce que Isabelle est une femme d'abord très solitaire, qui ne s'est jamais mariée, qui n'a pas d'enfant, manifestement peu d'amis, un métier en tout cas aléatoire puisqu'elle travaille plutôt en intérim. Donc, c'est une femme qui n'a pas une vie formidable, comme beaucoup de gens d'ailleurs aujourd'hui, et qui a surtout grandi avec un chagrin de petite fille. Elle éprouve une violente jalousie de la passion qui unit sa mère avec son père. Et elle considère, à tort ou à raison, c'est un peu comme dans toutes les situations, chacun le voit, on dit chacun voit midi à sa porte, hein, chacun le voit à sa manière, mais pour elle, et de son point de vue, cet amour a été trop envahissant et ne lui a pas permis de trouver sa place dans l'affection qu'il a liée à sa mère, ou peut-être même, moi je dis, qu'elle éprouve de la jalousie dans l'affection qu'elle voulait nouer avec son père. En tout cas, elle a bien des reproches à faire à sa mère. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les enfants, qui ont un certain âge maintenant, mais n'ont pas été blessés par leur amour exclusif à tous les deux, finalement? Pour Gauthier, je ne crois pas. Non, voilà, mais davantage pour Isabelle. C'est Isabelle qui ressent les choses de cette manière. Elle les ressent davantage. Ça, ce sont les mystères des blessures de chacun, parce que Zika, de son côté, s'est occupée de sa fille et a vraiment le sentiment de l'avoir aimée, d'avoir été là pour elle. Et il y a d'ailleurs un passage dans le roman où elle évoque avec son mari, je crois que c'est Joseph d'ailleurs qui l'évoque, d'abord qu'ils ont eu un certain temps avant de pouvoir avoir cet enfant. Ils ont même pensé qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Et puis, voilà, Isabelle s'est présentée et que pour eux, ça a été une grande joie d'avoir un enfant. Donc, il y a comme une sorte de malentendu entre ce que Zika pense avoir amené à sa fille et ce que Isabelle pense avoir reçu de sa mère. Mais c'est quand même souvent comme ça dans les relations. Mais Gauthier, vous en parliez, bon, c'est vrai que Gauthier est peu présent finalement chez lui. Il a plutôt des contacts avec Joël qu'avec Gauthier, qui est Joseph, souvent, vous voulez dire Joseph? Oui. Gauthier, le fils, lui, n'est pas dans la même problématique. Voilà. Lui, je ne crois pas, il n'y a aucun moment il n'évoque qu'il n'a ressenti ces choses-là. Mais Isabelle est aussi jalouse un peu de son frère. Isabelle est un peu jalouse de tout le monde. Tout le monde, ouais, ce que je disais au départ. Isabelle a mal dans vraiment sa peau, un grand souci avec la jalousie. Oui.
Donc finalement, est-ce qu'elle ne profite pas à la limite de cette cohabitation forcée pour régler les comptes alors à ce moment-là? C'est pas qu'elle en profite, c'est que elles vivent en vase clos toutes les deux et ça fait jaillir cette rancœur qui jusque-là s'était à peu près contenue. Mais là, elles sont toutes les deux, il n'y a plus personne, il n'y a plus de tiers dans la relation et elles vivent en vase clos, l'une sur l'autre, j'ai envie de dire. Donc là, c'est à l'occasion de cette confrontation inattendue que surgit la rancœur et avec quelle force elle va surgir. Avec quelle force. Parce que le grand problème de Zika et d'Isabelle, c'est qu'elles n'ont pas exploré leur relation, ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire pour moi, elles sont toutes les deux, elles sont co-responsables d'ailleurs, comme dans toute relation, de ce qui leur arrive. Elles ne se sont pas penchées sur la question. Isabelle a des reproches à faire, Zika n'est pas en capacité de les entendre, ne comprend pas, donc elles ne se comprennent pas. Et elles ne cherchent pas à se comprendre. Et par contre, Joseph a d'excellentes relations avec les enfants. Hein, avec les petits-enfants. Les petits-enfants, bien sûr. Hein, je trouve qu'il est... Oui, il est dans une autre atmosphère, il est en famille. L'atmosphère est quand même différente. Voilà, il a une très belle relation avec Thomas, avec lequel il se sent beaucoup d'affinité, parce que Thomas est un adolescent qui a ses premiers émois amoureux. Et donc, voilà, un parallèle se fait entre Joseph qui aime Zika et Thomas qui a une amoureuse, sa première amoureuse. Donc, ça crée des liens entre eux deux sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'aimer. Et ce qui crée un lien aussi, c'était un peu la fugue aussi de Joseph qui se permet une petite fugue. Oui, Joseph. Et qui amuse bien sûr les petits-enfants, alors que les enfants sont presque choqués. Alors, oui, Joseph... à un moment, on a assez de la situation et décide de prendre les choses en main. Mais bon, ça ne se passe pas comme prévu. Mais rien ne se passe comme prévu. C'est normal, c'est un roman. Sinon, si tout se passait comme prévu, il n'y aurait pas de surprise. Il y a beaucoup de choses qui créent des liens. Joseph aime beaucoup ses petits-enfants et cette affection, cet amour lui est rendu. Mais pour Zika aussi, c'est juste qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là, oui, parce que sinon, ce serait réciproque. Oui, c'est un roman, enfin un roman. Oui, c'est un roman épistolaire, mais c'est un roman, finalement, ce sont des réflexions sur l'éducation, sur la vie, sur l'égoïsme, sur les relations parents-enfants, c'est un roman très, très riche, quoi, parce qu'à travers ces deux personnages, c'est une réflexion aussi sur la société. Aussi, oui, c'est tout à fait une réflexion sur la société. Voilà. Pour moi, je l'ai toujours dit, explorer les familles. La famille, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite société. C'est une société à petite échelle. C'est une micro-société avec ses propres règles, ses modes de fonctionnement, ses névroses. Et étudier la famille, c'est étudier la société sur une petite échelle. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des hommes ou des femmes politiques, on fait souvent référence aux grandes figures familiales. Où on dit c'est un grand frère, ou elle est très maternelle, ou il est paternaliste. Enfin, on a ce genre de référence. La famille, c'est le premier groupe, et c'est le premier groupe dans lequel on a à se faire une place. Et bien souvent, la manière dont on se fait une place ou dont on ne se fait pas une place dans la famille va déterminer, ou en tout cas va influer, notre manière de nous faire une place dans le monde. Très bien. Bien écoutez, je vois déjà que le temps tourne et que nous arrivons à notre deuxième pause musicale. Nous allons écouter Giorgio. Nous n'écouterons pas malheureusement les lettres, malgré pourtant après avoir dépêché quelques personnes d'Audi Sud qui parmi tous les albums qui courent dans tout Audi Sud. J'adore qu'on court dans tout Audi Sud. On va garder cependant la thématique de la famille avec toujours Maxime Le Forestier traîné quelque part. Nous l'écoutons. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard.
basse-cour et les oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Non, micro d'espoir qui croit à ça. Non, micro d'espoir qui croit à ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Non, micro d'espoir qui croit à ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Non, micro d'espoir qui croit à ça. Non, micro d'espoir qui croit à ça. Non, micro d'espoir qui croit à ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Non, micro d'espoir qui croit à ça. Non, micro d'espoir qui croit à ça. Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareils ou pas? Non, micro d'espoir qui croit à ça. Non, micro d'espoir qui croit à ça. Non, micro d'espoir qui croit à ça. Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Oui, nous revenons à Frédéric Martin qui va nous lire un deuxième extrait de son livre. Nous vous écoutons. Oui, tout à l'heure, nous avons évoqué, enfin, vous avez évoqué, et ensuite, je vais vous bâillonner, vous attacher sur une chaise, parce que sinon, vous n'allez pas laisser de, vous n'allez pas laisser de surprise aux lecteurs. Vous avez évoqué la fugue de Joseph, donc je vais vous lire ce que Zika lui dit. Mon cher mari, à peine rentré de l'hôpital, qu'est-ce qu'Isabelle m'annonce avec force ménagement et une bobine longue comme un jour sans pain? Que tu as fait une fugue, que tu as passé une nuit dehors, la moitié du canton pendu à tes basques pour te retrouver, que tu as retourné les sangs de toute la famille en déguerpissant pour une promenade de presque 30 heures, qu'on t'a récupéré affamé dans des friches où tu tournais en rond à 6 km de Montfort, et enfin que tous se demandent si à ton âge, tu n'aurais pas perdu le nord. Joseph, sans exagérer, je te trouve merveilleux. La distance franchie pour me rejoindre te rapproche de moi, mon bel époux, toujours fou et vigoureux. Je suis si fière de notre amour. J'ai refusé de prendre le ton compassé qu'on requérait de moi pour t'adresser des remontrances téléphoniques. Nos enfants en étaient exaspérés. Je n'en attendais pas moins d'eux. Même si c'est invraisemblable, depuis je me perche sur le balcon pour tenter de t'apercevoir en conquérant au terme de cette longue marche. Tu arpenterais la rue des Martyrs en vainqueur et grimperais les escaliers jusqu'à l'appartement d'Isabelle. Tu ferais trembler la porte sous tes coups et je viendrais t'ouvrir pour me jeter dans tes bras. Crois-moi, quand je t'affirme que tu aurais droit à un baiser mémorable. Et puis, nous partirions comme ça à l'aventure.
Nous ne sommes pas raisonnables, mon cher mari. C'est ce qui m'a été révélé par une fille sentencieuse et son frère dépité. J'accepte volontiers leur augure. Le bonheur que j'en retire n'est pas trop cher payé d'une leçon. Tous mes baisers volent vers toi, Tazika. Merci. Oui, alors pourquoi on n'a pas dévoilé bien sûr la suite de ce roman parce et que non. Sinon, on va laisser le plaisir au lecteur. Alors pourquoi, d'abord une première question d'ordre général, pourquoi ce choix parce que vous avez écrit des nouvelles, des romans, pourquoi ce choix d'un roman épistolaire, alors sous forme de lettres? Parce que j'adore la forme courte et que c'est une manière de tricher avec le roman. La nouvelle. Non, plus sérieusement, parce que l'écriture des lettres, c'est l'écriture de l'intime au service de la relation. C'est accéder pour le lecteur à l'intimité du personnage, et même pour moi, auteur. C'est accéder à l'intimité du personnage tout en étant dans une véritable forme romanesque, où au fur et à mesure des échanges, la dramaturgie se révèle sous les yeux du lecteur sans qu'il y ait d'autres interventions que ces deux voix. Je ne voulais pas, parfois dans des romans épistolaires où l'auteur s'est retrouvé coincé dans une situation un peu difficile, il fait intervenir un article de journal, une lettre de notaire, enfin quelque chose qui lui permet de sortir de son impasse. Moi, c'était ma ligne de conduite, il ne doit y avoir que deux voix pendant toute cette histoire. Et c'est eux qui vont nous raconter ce qui se passe. C'est à travers leurs yeux et uniquement à travers leurs yeux. Voilà. Puis, pourquoi le choix du roman épistolaire ? Puisque j'ai, comme vous l'avez dit, écrit des nouvelles, écrit des romans, écrit pour la jeunesse, écrit de la poésie, écrit aussi des livres de commande autour des conflits sociaux qui ont eu lieu, par exemple, autour de l'usine Job. Parce que je n'ai pas envie d'être dans la répétition perpétuelle de moi-même. Et qu'en changeant de forme, en explorant tous les possibles avec tout ce que l'écriture nous permet de faire, j'ai la certitude, en tout cas, de mettre tout en œuvre pour ne pas être en train de écrire et réécrire le même livre qui tournerait toujours autour du même sujet. Déjà qu'on est assez obsessionnel comme ça, il faut qu'on prenne quelques mesures pour ne pas devenir radoteur. Et dans quelle forme d'écriture vous sentez-vous le plus à l'aise? Nouvelle, roman J'aime la brièveté. Je viens de la nouvelle et j'aime la brièveté, son intensité, sa force, sa fulgurance. Donc la poésie aussi. Voilà. J'aime les formes brèves, mais je sais tout l'intérêt. C'est difficile d'écrire une nouvelle quand même. C'est plus difficile qu'un roman finalement, parce qu'on peut un roman, on peut toujours. C'est pas plus difficile. C'est différent. Ça demande. Ça demande une tenue ça demande une tenue, c'est-à-dire la nouvelle, comme la poésie, ne supporte pas la médiocrité. Oui, ni l'à peu près. Ni alors le un roman, trop, on peut toujours. Non, on ne peut pas non plus. Non, mais certains, disons, pas tout. On ne peut les pas. grands, non, mais certains. Moi, je ne suis pas trop d'accord pour dire c'est plus facile d'écrire un roman que des nouvelles. Ce sont des formes d'écriture différentes et elles ont leur propre raison d'être. Le roman, ça permet quand même l'exploration de thèmes, ça permet d'aller dans une profondeur, de développer un thème, de prendre toute la mesure d'un personnage, tandis que la nouvelle, c'est comme un électrochoc, c'est comme un coup de poing, c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est une secousse sismique. Voilà. Donc dans le roman épistolaire, ce qu'il y a de bien, et c'est quand même ce qui m'a été renvoyé par beaucoup de lecteurs, c'est qu'on allie en même temps la force de la brièveté à travers ces lettres, avec tout l'intérêt du roman et toute la profondeur du roman. Donc voilà, le pari est gagné, c'est ça qui est bien. Et l'écriture en elle-même, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Vous êtes passionné d'écriture, je suppose que ça vous apporte... c'est une... Bon, certains disent de thérapie, d'autres c'est... qu'est-ce que ça vous apporte? Non, certains, je ne parle pas. Non, alors, certains, quand on a des interviews, disent oui, c'est une thérapie, ça m'a fait du bien. Ça... Non, je vais vous décevoir quand on me pose cette question, est-ce que c'est une passion? Non, ce n'est pas une passion, parce que pour moi, ça fait partie de ma vie de manière aussi essentielle et naturelle que respirer, boire, marcher. Vous avez écrit très jeune ou... J'ai toujours... oui, j'ai écrit dès que j'ai su lire et j'ai toujours voulu écrire. Ensuite, il y a eu un laps de temps, voilà, le laps de temps qui permet de passer du rêve à la réalité ou à l'action, en tout cas, déjà. Ce temps a été plus ou moins long, mais j'ai
j'ai mes premières tentatives d'écriture, mes premières tentatives romanesques. J'ai mes cahiers, mes premières pages de romans lorsque j'étais petite fille. En fait. Vous teniez un journal, par exemple, comme certains? Oui, j'ai tenu un journal comme Anne Frank, bien sûr, qui était mon modèle. J'ai tenu un journal comme Anne Frank, mais bon, je n'avais pas le talent d'Anne Frank et fort heureusement, je n'ai pas vécu, voilà, la vie d'Anne Frank. J'ai eu ma période blittonienne, comme j'appelle. Donc, je lisais Enid Blyton, qui est un auteur très connu pour les enfants. Et donc, sur la forme de ces romans, j'avais commencé un roman qui s'appelait Nathalie et les hommes en rose. Rien que le titre, comme je dis, m'avait pris 1 heure à la plume sergent-major. Et j'en avais fait 1 page et demie. Et puis voilà, ça s'était arrêté là. J'ai toujours le cahier, j'ai toujours ces tentatives, des poèmes, tout ce qu'on peut écrire quand on est jeune, enfant, et puis qu'on veut devenir écrivain, mais qu'on ne sait pas trop comment, ni par quel bout on va s'y prendre. Oui, et ce livre est sorti fin 2012, non? Novembre, en septembre, pour la rentrée littéraire. 2012. Vous avez, je suppose, depuis septembre, des échos de lecteurs. Oui. Voilà, alors, quels sont les échos, les commentaires, les réflexions, comment reprennent-ils un petit peu ce que vous dites, ce que vous avez dit en substance, ce que vous avez dit, un livre émouvant qui explore plusieurs thématiques, des personnages attachants, très attachant. L'exploration de la société et aussi des relations intergénérationnelles, c'est-à-dire la place qu'on fait aux personnes dites âgées ou aux seniors, ou je ne sais pas comment vous voulez les appeler, mais qu'on peut aussi dire vieux, parce que ce n'est pas un gros mot. Le fait qu'entre les générations, il y a quand même une coupure de communication, une difficulté à rester liés les uns aux autres, à se respecter et à vivre ensemble. Donc cette thématique est très présente, non pas comme dans un essai, mais par la mise en œuvre justement des personnages et de leurs relations. Oui, puisqu'il y a les 3 générations là. Un livre qu'on ne peut pas lâcher, m'a-t-on dit. Il y en a même plusieurs qui l'ont. Mais ça, c'est aussi le rythme qu'imposent les lettres. Une lettre appelle l'autre. On veut connaître les réponses. Quand l'autre ne répond pas, affolement général, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc c'est ce qu'on me renvoie et ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Oui. C'est un livre qui m'a beaucoup demandé. J'ai mis. Combien de temps avez-vous mis pour l'écrire? Entre le moment où j'ai posé les premiers mots et le moment où il a été publié, se sont écoulés plus de 3 ans. Plus de 3 ans, donc oui, c'est long. Ces personnages qui m'ont. mais ça a été une réussite. Qui ont été des personnages qui ont beaucoup exigé de moi. Très bien, avant d'en arriver à notre dernière partie de l'émission, je crois que nous allons passer à notre dernière pause musicale. Nous allons passer à la dernière pause musicale. J'espère que votre invité ne m'en voudra pas de n'avoir pas trouvé les titres qu'elle souhaitait. Cependant, je vais quand même rebondir sur sa précédente lecture avec L'Art de la fugue. Ah, très bien. Je dois prendre un train, il s'agit de quitter les hommes pour m'en aller avec les chiens au hasard que la vie me donne, que la vie me donne. On l'aurait découpé en tranches, que chaque tranche aurait voulu fuir. Entre des planches qu'il aurait quand même su partir. Il aurait su partir. Il avait déserté sans doute une armée de frères en déroute. Ici pas d'arbre pour le pendre et plus d'eau pour le noyer. Là-bas, même si j'ai la pierre fendre, le sang peut circuler. Le sang peut circuler. La femme à qui il a menti, une main levée au ciel, clamait que sous son manteau gris, elle avait cru voir comme des ailes. Elle avait vu
Moi j'aime quand la lune est un poignard aiguisé. Elle transperce les pierres une à une jusqu'à les faire saigner. Jusqu'à les faire saigner. Ils ont renoncé à le prendre. Une vie de nouveau à vendre. Ils ont renoncé à le prendre. Sa vie de nouveau à vendre. Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Oui, nous revenons donc à Frédéric Martin. Donc on va s'éloigner un peu du livre. Vous avez de multiples activités et vous animez, vous m'aviez dit, des ateliers d'écriture. Oui, j'ai de multiples activités, mais toujours en lien avec mon travail d'écrivain, bien sûr, puisque depuis la sortie de ce livre, j'ai quitté l'emploi. Non pas parce que je suis devenue riche, rassurez-vous tout de suite. Je fais partie vraiment des auteurs qui peinent à vivre de leur travail, mais j'ai décidé de me consacrer à ce qui est au centre de ma vie, c'est l'écriture. Donc j'écris pour mes éditeurs, mais aussi parfois des textes de commande, comme le livre pour l'usine Job par exemple. Là je travaille pour une autre entreprise qui fête ses 70 ans. Ce sont des textes de fiction, toujours bien sûr. Et puis il est question que je participe à la Novella cette année à Toulouse, qui associe un auteur et un chercheur. Voilà, puis je donne donc des lectures de mes textes, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, et puis à travers l'annonce du spectacle que j'ai monté avec Marie Sigal. Et j'anime des ateliers d'écriture. Alors, bien souvent, ce sont des ateliers de commande, c'est-à-dire des structures comme le Crous ou des médiathèques, ou même cela peut être des entreprises. Toute structure désirant utiliser l'atelier d'écriture peut faire appel à moi. Ce qui fait que j'ai des commandes assez précises. Je monte des dispositifs en fonction des objectifs qui sont à atteindre, en fonction de la thématique qu'on me demande d'aborder, ou en fonction du public, puisque cela peut aller du primaire jusqu'à l'âge de Joseph et Zika. Et cet été, je vais animer sous l'instigation de l'association culturelle de Jol, qui se trouve à Castelnau de Montmiral, dans le Tarn, à côté de Gaillac. Je vais animer mon premier atelier d'écriture ouvert au public, enfin, parce que beaucoup de gens me contactaient à travers mon site pour savoir comment on pouvait participer à mes ateliers d'écriture. Donc ça y est, c'est cet été à Castelnau de Montmiral. On va passer une semaine ensemble. Alors, on sera entre 12 et 15 personnes suivant les personnes qui se seront inscrites. Et on va explorer une thématique qui m'est chère, parce que vous allez voir pourquoi. Le thème, ce sera du vécu à la fiction. Pourquoi ? Parce que je trouve que se mettre au centre de l'écriture en tant qu'auteur, que l'on soit un auteur débutant ou un auteur confirmé, eh bien, c'est pas forcément, à quelques exceptions près, comme Charles Julier qui a su tendre l'écriture vers l'universel, on n'est pas forcément le sujet le plus intéressant qu'il y a à explorer. Donc, plutôt que se mettre au centre de l'écriture, on peut passer de ce que l'on a vécu, qui est la matière de l'écriture, ce que l'on observe, ce que l'on voit et ce que l'on pense, pour le transférer vers une fiction, ou vers un texte en tout cas qui tendra vers quelque chose d'assez universel. Ça, c'est ma position. Et je vous dis, à part Charles Julier, qui est pour moi un très grand écrivain, et qui est effectivement un écrivain qui a toujours écrit autour de son expérience de vie, c'est une expérience très particulière, je suis pour tendre vers des écritures où l'écrivain ne se met pas comme sujet, objet, n'envahit pas tout l'espace. Et à travers cet atelier, c'est ce que je cherche à transmettre à des gens qui sont en cours d'écriture, en début d'écriture, en projet d'écriture. C'est un public très varié, je veux dire, qui ont déjà écrit, qui vont écrire, qui...
Ce sont des gens qui ont envie d'écrire, qu'ils aient déjà écrit ou qu'ils, en principe, vous savez, quand on participe à un atelier d'écriture, c'est qu'on a quand même fait des tentatives dans son coin. Sûr. Mais ça peut aller de personnes qui ont envie de passer à l'acte d'une manière forte, parce que c'est quelque chose qu'ils ont toujours eu envie de faire et qu'ils n'ont pas fait. Ça peut être des gens aussi qui sont en projet d'écriture sur quelque chose et qui ont envie de travailler avec un écrivain sur de la technique, sur du texte, sur comment travailler. Et le fait d'être en groupe, de s'immerger pendant une semaine dans une résidence, c'est vraiment une grande émulation. Moi qui l'ai pratiqué à mes débuts en tant qu'ateliériste, j'ai travaillé avec des écrivains comme Christiane Baroche, Hubert Haddad, Georges-Olivier Château-Renaud, Alain Absire, à travers les ateliers qui étaient à Lombez à l'époque du prix du jeune écrivain. J'ai vraiment mesuré à quel point s'immerger pendant une semaine, se donner ce temps hors du temps, c'était extrêmement bénéfique et pour la production et pour la capacité à progresser dans la manière dont on gère son écriture. Voilà. Donc, j'anime cet atelier. C'est du 15 au 21 juillet. Il suffit d'aller sur mon site. Donc, vous tapez Frédéric Martin dans Google, par exemple, ou dans tout autre moteur de recherche, et vous tombez sur mon site. Voilà, et sur la première page de mon site, il y a le lien vers le PDF. Vous avez toutes les informations. Vous avez le numéro de téléphone de l'association. N'hésitez pas à appeler Nicole Jolimois, qui se fera un plaisir de vous renseigner sur les modalités d'inscription, sur les possibilités de résidence. Moi, j'ai visité le lieu, c'est magnifique. Et la résidence se terminera par une lecture tissée. Et je vais mettre en espace et en voix les textes de mes ateliéristes. Avec eux, bien sûr. Hein. Tout le monde sur scène. On ne rigole pas chez Frédéric Martin. Et quels sont en ce qui vous concerne plus précisément, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez un autre livre en préparation Ah oui, j'ai toujours plusieurs livres en préparation pour ne pas avoir à connaître les affres de la page blanche. Donc, je travaille sur un roman. Les éditions Belfond aimeraient bien que ce roman soit présent dans la rentrée littéraire 2014. Je ne garantis rien, parce qu'un roman ne s'écrit pas comme ça, et que je suis très sollicitée par la promotion et par mes autres activités. Donc, je ne garantis rien, mais je vais partir là 15 jours. Vous partez au Salon de Paris, là, maintenant. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Là, je vais partir 15 jours dans la fin du mois d'avril. Je pars 15 jours m'extraire de l'agitation du monde, voilà, pour travailler sur ce roman. Vendredi, je suis à Paris au Salon du Livre, voilà, à 18h sur le stand de J56, parce que c'est grand, hein, le Salon du Livre. Sur le stand des éditions Belfond, le stand J56, il y aura une table ronde à 18h avec d'autres auteurs Belfond et 5 blogueurs. Ne me demandez pas le nom de tous les sites, je ne suis pas capable de vous le donner. On va parler, c'est ouvert au public, et on va parler un petit peu de l'influence des blogs. Le blogueur est-il un lecteur comme les autres? Et quelle est l'influence des blogs dans la vie des livres aujourd'hui, dans la place qu'on leur fait? Voilà. Ça, c'est mon prochain déplacement. Voilà. Et en ce qui concerne, on n'a pas parlé d'édition, la première fois que vous avez été édité, là, ça a été difficile pour vous? Comment ça s'est passé? Parce que ça a toujours été difficile. Parce que là, maintenant, c'est quand même une maison quand même très connue, Belfond. C'est une très belle maison. Oui. Donc, mais la première fois, c'est pas très évident d'écrire et d'envoyer un manuscrit, et puis de se dire, est-ce que je vais être édité ou pas? Comment ça se passe? Bien, c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile. C'est un parcours du combattant. Moi, j'ai été publiée dans plusieurs maisons. D'abord parce que j'écris sous des formes différentes et que, par exemple, chez Belfond, il n'y a pas de poésie. Voilà, ça dépend des Donc, comme je travaille à la fois sur un roman, un recueil de nouvelles, un recueil de poésie. Non, chaque fois une maison d'édition différente. On peut avoir des maisons d'édition différentes. En tout cas, dans un premier temps, eh bien, écoutez, c'est difficile. Voilà. C'est difficile, mais là, aujourd'hui, pour moi, ça devient quand même, au bout de bientôt 20 ans, c'est pas mal, hein, ça devient un petit peu plus facile parce que les éditeurs me connaissent, certains me demandent des textes. Et puis là, avec Belfond, je travaille sur... enfin, nous entrons dans une collaboration qui, je l'espère, durera longtemps. Ils sont en train de fêter
leurs 20 ans de collaboration avec Françoise Bourdin, auteur maison qui fait partie du top 10 des meilleurs vendeurs de livres en France cette année. Donc j'espère qu'on entre dans une ère de collaboration longue durée. Puis je travaille beaucoup aussi avec les éditions Inuit, qui est une petite maison d'édition, mais une très belle maison avec beaucoup de très chouettes auteurs qui défendent la nouvelle, voilà. Donc j'aime beaucoup travailler avec eux. Et puis j'espère qu'il y aura d'autres collaborations. J'ai des projets en jeunesse. Enfin voilà, j'espère que j'aurai d'autres aventures à vous raconter. Très bien, je vois que nous arrivons au terme de notre entretien. Écoutez, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et je rappelle bien sûr le titre de votre livre, que je recommande à tous nos auditeurs, parce que c'est vraiment un petit chef-d'œuvre, un petit bijou. Merci. Alors donc Frédéric Martin, Le vase où meurt cette verveine, aux éditions Belfond. Comment ? En vente dans toutes les bonnes librairies. Oui, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais enfin, je pense que c'est notamment Ombre Blanche, je suppose, à Toulouse. Toutes les librairies, voilà. Il est très bien distribué. Très bien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc au mois prochain. Le 17. Ce sera le 17 avril, c'est ça. Merci Jean-Pierre. Merci, au revoir.